Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans Punchline avec nos invités pour parler de ce qui se passe en Ukraine et bien sûr en Russie. Vladimir Fedorovski est avec nous. Bonsoir, vous êtes écrivain, ancien diplomate russe, ukrainien aussi de par vos origines. Vous publiez Poutine, l'Ukraine, les faces cachées chez Ballant. On est avec Vincent Hervouet, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir. Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS. Exact. Bonsoir, votre livre, c'est La bataille des mots. On va en parler dans un instant. D'abord l'Ukraine, donc ce qui s'est passé ce matin à Moscou avec ce défilé de l'armée russe sous les yeux de Vladimir Poutine. On fait le point avec Marine Mulsey et puis on va voir ce qu'il ressort de cette journée, notamment des mots employés par Vladimir Poutine. C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire, ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou, alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident, avant d'encourager ses troupes engagées selon lui dans une guerre patriotique. Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas. Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'Apocalypse. L'Ilyushin Il-80 n'a pas volé depuis 2010. Voilà pour ce qui s'est passé ce matin. Vladimir Fedorovski, est-ce qu'on peut se féliciter de ce qu'a dit Vladimir Poutine? J'entends ici et là, ça y est, c'est la désescalade, il n'a pas annoncé la guerre, il n'a pas annoncé la mobilisation générale. Est-ce qu'on a écouté vraiment ce qu'il dit? La façon dont il accuse les Américains? On a écouté Qu'est-ce que vous en pensez, vous savez, ce matin, j'étais désemparé. J'étais désemparé parce que nous étions dans l'escalade. Tous les jours rajoutés à l'escalade. Et finalement, je ne vous cache pas que je suis arrivé à la conclusion qu'on vivait ce matin le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'aurais pu vous développer, mais évitons ça. Et surtout, c'était le symbole. L'avion, c'était le symbole, l'apocalypse. Et il n'a pas défilé. Pourquoi? Et il n'a pas défilé. Je pense qu'il a compris qu'on est allé plus loin. J'étais vraiment, pour moi, c'est une journée très importante. Ces déclarations et les déclarations du président Macron, on va en parler. Absolument, dans un deuxième temps. Vous savez, on a utilisé beaucoup de mots, la guerre. On dit, oh, attendez, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident qui mène la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée. Vous connaissez la célèbre phrase de l'ambassadeur qui a été prononcée, je crois bien devant, de l'ambassadeur français, qu'on va mener l'OTAN, il va mener en Ukraine la guerre jusqu'au dernier. Vous vous souvenez, quand on était là, je crois, ensemble, ici. Et vous savez, comme j'ai des origines ukrainiennes et russes, pour moi, c'était vous savez, la bataille de Donbass, c'est 50 000 morts. Et donc, deux choses, deux phrases que je tiens à souligner. Tout d'abord, il a parlé de l'horreur de la guerre totale. Globale et totale. Je n'ai pas entendu dans sa bouche ce genre de phrase depuis un bout de temps, sous votre contrôle, parce que nous avons des amis qui sont les maîtres de l'analyse, notamment des dirigeants russes. Et puis, il y a deuxième chose. J'ai pensé qu'il va utiliser encore une fois le mot de la guerre à propos de l'Occident. Il a utilisé un mot beaucoup plus nuancé, la menace. C'est une autre chose. Et vous comprenez, ces deux choses, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas se leurrer, ça continue, mais un petit brin d'espoir. François-Bernard Huyghe. Oui, les mots ont une importance. D'abord, les mots qu'on ne prononce pas. Il n'a pas prononcé de
déclaration de guerre, il n'a pas dit nous sommes passés de l'état d'une opération spéciale à une guerre générale qui pourrait devenir mondiale, il n'a pas annoncé la conscription qu'on annonçait, il n'a pas annoncé la menace atomique dont on parlait. Donc il y a énormément de thèmes qui ont agité les rédactions depuis quelque temps, qui regardaient dans leur boule de cristal et qui l'a évité. Alors de ce point de vue, effectivement, se contentant d'étaler le spectacle de la puissance sans rajouter la force du verbe, même si l'avion de l'Apocalypse n'est pas passé à cause C'était banal. À cause il était déjà passé il y a quelques années, cet avion de l'Apocalypse. Il me semble qu'il a évoqué deux thèmes, c'est le danger. Nous n'avons fait que répondre au danger. C'est pas une rhétorique très nouvelle, en ce sens que tout chef de guerre a tendance à dire qu'il n'a jamais fait que se défendre. Mais enfin, c'était quand même un élément intéressant. Nous n'avons fait que nous défendre et nous ne voulons pas de cette escalade et que ça aille jusqu'au bout. Et d'autre part, il a beaucoup insisté sur la continuité historique. Non seulement cette Russie du 9 mai, l'héritière de celle qui a vaincu le nazisme, presque toute seule, d'ailleurs, si on écoute son discours. Il n'a pas beaucoup parlé. Si. Il a évoqué les Français, il a évoqué les Anglais, il a évoqué les Américains. Et pour mon réconfort, il a dit, parce que dans ma famille, vous savez, il y a 11 personnes qui sont tuées en souffrant sur la guerre, 6 Ukrainiens et 5 Russes. Et il a parlé, il n'a pas parlé des Russes, il a parlé de l'ensemble. Et même... Détrompez-vous, la déclaration aujourd'hui et le fait que Zelensky l'a parlé le 9 mai, ça va aussi pas dans le sens de l'escalade, pas du tout. Donc, alors, alors effectivement, il a ça, et donc c'était, d'ailleurs, vous parliez des portraits de vos ancêtres, et il y avait dans la foule des gens qui montraient les portraits de leurs ancêtres morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce côté du martyr est très important, et ça s'inscrit dans une très longue continuité qui est quasiment celle d'une civilisation russe. Enfin, on est vraiment dans la perspective de l'histoire. Vincent Hervouet, rapidement, avant la pause, ce Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine le plus belliqueux que l'on ait eu à croire. C'est toujours le même, à mon avis, mais je pense qu'il a déçu parce qu'on pensait que, comme il n'y avait pas eu de succès sur le terrain, il allait être contraint à avoir une sorte d'escalade dans le discours. Sauf que l'escalade, comme par exemple la déclaration de guerre ou la mobilisation générale, ça a des conséquences en politique intérieure lourdes, avec la mobilisation des conscrits, l'obligation de rendre des comptes, etc. Alors que pour l'instant, la guerre, elle est quand même au-delà de la frontière. Donc, je vous dis le moindre mal, mais si vous voulez, la démonstration de force, qui est une parade militaire, elle se fait sur le théâtre des opérations quand on est en guerre, elle se fait pas sur la place rouge. C'est pas en briquant les boutons de guêtre, c'est en prenant Avostal, qui n'est toujours pas tombé, c'est en prenant les petites villes du Donbass qui servent actuellement de verrou. Or, on voit bien que l'offensive, pour l'instant, elle ne piétine pas, mais elle est vraiment très 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 lente. Et donc, il est mis sur le temps, il va continuer, rien ne permet de penser qu'il va s'arrêter. Quant à l'agitation de la menace nucléaire, les télés, les médias, les proches s'en chargent, il n'a pas besoin d'en rajouter. Gilles Maintré. Le 9 mai, c'est le 14 juillet russe. Et de ce point de vue-là, on a assisté au 14 juillet russe, un défilé militaire comme il y en a eu tous les ans, qui n'est pas plus impressionnant, pas plus de démonstration de force. Ça fait un moment qu'on disait que ce 9 mai, c'était surtout dans la bouche des Occidentaux. C'est nous qui avons commencé à faire monter la pression en disant « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer le 9 mai ?» C'est CNN qui, soi-disant, avait des informations des Américains, qui a commencé à dire « Il va décréter la mobilisation générale le 9 mai ». Vladimir Poutine est quelqu'un qui n'aime pas se faire dicter son calendrier de l'extérieur, qui ne va pas se laisser imposer une date. C'est-à-dire ce qu'a dit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques jours, en disant nous, le 9 mai, c'est la fête nationale. C'est la fête nationale, et d'ailleurs qui continue encore en ce moment. Sur la place rouge, il y a ce qu'on appelle oui, c'est ça, le régiment immortel. Donc tous les Russes descendent avec les portraits, les photos, les souvenirs. De ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre. De ceux qui sont morts pendant la guerre pour faire ce régiment immortel. Donc c'est quand même un moment aussi patriotique qui a une résonance
évidemment unique cette année compte tenu de ce qui se passe, mais sur lequel Vladimir Poutine a plutôt joué, je suis tout à fait d'accord avec Vladimir Fedorovski, la désescalade dans son discours. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant, on partira à Moscou, rejoindre notre correspondant pour savoir comment il interprète lui le discours de Vladimir Poutine, et on se retrouve avec nos invités. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Tout de suite, direction Moscou. Nous attend notre correspondant Julian Colling. Bonsoir à vous. Comment est-ce que vous, depuis Moscou, vous avez interprété le discours de Vladimir Poutine qui a dit notamment qu'il faut tout faire pour éviter l'horreur d'une guerre globale ? Ça peut être curieux à dire, mais c'était presque un discours entre guillemets rassurant, puisque on le sait, les jours précédents, différentes sources d'informations, notamment du renseignement occidentaux, craignaient que Vladimir Poutine choisisse l'escalade aujourd'hui et décide en fait de déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, ce qui aurait eu bien sûr des conséquences dramatiques également pour les Russes, la société russe, puisque ça aurait voulu dire une mobilisation générale des réservistes par exemple, et pourquoi pas une conscription également de jeunes hommes russes, soldats en plus, pour être envoyés au front. Donc ce n'est pas le cas évidemment aujourd'hui. Un discours finalement assez classique de la part de Vladimir Poutine, où il a simplement rappelé l'importance de la mémoire des héros de 1945, en faisant un parallèle assez curieux avec donc ce qui se passe actuellement en Ukraine, sans vraiment nommer les choses, et en expliquant tout de même une fois de plus que les responsables de la situation chaotique, c'était une fois de plus l'OTAN, les États-Unis ou en tout cas le bloc occidental, et que ce n'était pas la faute de la Russie, la situation actuelle, mais qu'elle avait dû réagir par rapport aux provocations, encore une fois, de l'OTAN surtout. Et donc finalement un discours finalement assez classique aujourd'hui, répété par Vladimir Poutine, et un discours assez court et assez succinct, on peut dire, rien de spécial donc. Et en ce moment même, les célébrations du 9 mai se poursuivent, il y a la marche du Régiment des Immortels, c'est bien cela, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Je me trouve encore actuellement au centre de Moscou, près de la place Pouchkine, où effectivement le régiment immortel est passé. Alors c'est une grande marche, une manifestation en fait de tous les Russes qui peuvent venir s'ils veulent manifester en hommage à leurs anciens, en fait, aux ancêtres de ces Russes qui ont pu participer à la Seconde Guerre mondiale, donc à la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945. Et donc les gens défilent avec des pancartes et des photographies de leurs proches, de leurs ancêtres disparus. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort pour les Russes. Chaque année, l'événement est suivi par des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, les autorités disent qu'il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue à Moscou, donc pour ce défilé de la mémoire. Et donc, il faut bien comprendre que c'est deux événements très distincts, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour les Russes, sans forcément soutenir Vladimir Poutine ou les événements en Ukraine. Pour eux, c'est important de célébrer cette parade militaire également, d'aller voir les véhicules militaires, les soldats également, de leur témoigner leur soutien dans la rue et de participer à cette marche de l'histoire et de la mémoire. Mais il faut vraiment séparer ça, encore une fois, du discours de Vladimir Poutine, qui était sur un autre registre, on peut dire, aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Julian Colling. Vladimir Fedorovski, vous êtes avec nous. On voit ces célébrations qui se poursuivent en ce 9 mai. Est-ce que la rupture est consommée avec l'Occident, avec les alliés, l'OTAN, ou est-ce qu'il y a encore, c'est ce que vous redoutiez ces derniers jours, ou est-ce qu'il y a encore une petite marge de dialogue possible ? Vous savez, je vais répondre comme Gramsci, avec le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence me pousse à vous dire que Poutine a créé la cohésion, a poussé, faire renaître l'OTAN, a renforcé l'OTAN, mais l'OTAN a renforcé Poutine. Je pense qu'on sous-estime la création d'un bloc dans les perspectives militaires et économiques entre les Chinois et les Russes est beaucoup plus ça. La rupture, il y a des symboles de la rupture. Le symbole, je ne cesse pas de dire, c'est l'interdiction de Dostoïevski par les Italiens dans l'université de Milan. Le symbole, c'est la décision... Les Russes en ont parlé de ça, beaucoup. Évidemment, mais pour les Russes, moi j'ai regardé, vous savez, c'est la hausse d'un coup, la hausse dans les sondages de 10% en faveur de Poutine, 80% en faveur de lui. C'est pas bidon, c'est la réalité. Et je regardais pourquoi. Et j'étais étonné jusqu'à quel point l'interdiction de Dostoïevski a joué un rôle. Maintenant, vous comprenez les phrases des Américains ces derniers jours, qu'on veut pas, on veut déloger Poutine, tout ce qu'on veut, mais ils disent on veut la défaite
la défaite de la Russie, de l'armée russe ou de la Russie. Évidemment, ça blesse les Russes. L'interdiction, vous savez, les sanctions contre le patriarche, je ne pense pas que c'est pour les Russes, c'est pour les Russes, c'est la spiritualité. Alors, vous comprenez le pessimisme de l'intelligence, maintenant l'optimisme de la volonté. Je pense qu'il y a deux déclarations qu'il faut rajouter à notre analyse. La déclaration très importante pour moi, c'est la déclaration du pape. Et ça, c'est vraiment la déclaration en faveur de la paix, directement. Il s'éloigne des thèses américaines et il fait une déclaration. C'était avant-hier soir, il a fait ça. Très, très important. Et je pense qu'il faut... Et puis, je tiens à vous dire, moi, j'ai apprécié énormément les formules du président Macron tout à l'heure dans la conférence de presse. On va y revenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tranche avec l'ambiance de va-t-en-guerre des philosophes de Saint-Germain. Mais Gilles Mattray, on n'a pas évoqué énormément ce qu'a dit Vladimir Poutine, mais il y a évidemment une forme de non-escalade, si on peut dire. En tout cas, il n'a pas rajouté dans l'escalade qui, quand même, l'escalade verbale depuis 15 jours est très forte. Alors, vous savez que du côté russe, on parle souvent d'escalade pour la désescalade. Hein. C'était même une expression qu'avait utilisée Vladimir Poutine en 1999. Les Russes sont très fébriles suite aux livraisons d'armes accélérées, au programme des Occidentaux, sur le terrain sans être... en repli, ils font face à la résistance ukrainienne. Et donc, on a senti qu'il y avait une volonté de mettre des lignes rouges sans les définir, en faisant planer toute une série de menaces, en reparlant de l'arme atomique. Et puis, on voit bien que, depuis quelques jours, il y a plutôt la volonté d'apaiser. Ce n'est pas que ce discours de Poutine aujourd'hui. Il y a d'abord eu, quand on a eu les révélations sur les renseignements américains qui auraient aidé à frapper des généraux russes, tout de suite, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a dit non mais ça c'est pas du tout une co-belligérance, ça n'a pas freiné notre avance. Donc ça on l'a senti. Et puis il y a eu cette résolution votée au Conseil de sécurité par les Russes qui donnait qui donnait tout son soutien au secrétaire général pour trouver une solution de paix. C'est pas vraiment une médiation, c'était pas exactement ce que souhaitait... Mais il n'y a pas eu de veto russe. Voilà, mais il n'y a pas eu de veto russe. Donc on sent depuis quelques jours qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'apaiser les choses, et qui correspond au discours aujourd'hui de Vladimir Poutine. François-Bernard Huyghe. La médiation, on y viendra, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça sera peut-être le pape, ça sera peut-être Macron, ça sera peut-être Erdogan. Ou les Israéliens. Ou les Israéliens, tout est possible actuellement. Mais il me semble... Alors, faut pas être d'un optimisme invraisemblable, mais il y a des signes de désescalade, effectivement. Bon, ce discours de Macron sur lequel on reviendra, qui ne veut certainement pas rentrer dans le même processus que Joe Biden, et la France n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis dans cette affaire, à savoir saigner la bête dans une guerre à long terme. Bon, tout ça, ce sont peut-être des éléments qu'il faut... prendre en compte. Alors, il faut voir aussi ce que dira Zelensky. Il a fait un concours de « c'est toi qui es le nazi » par discours interposé avec Poutine, mais en même temps, il envoie des signaux contre l'otanisation de l'Ukraine ou sur un accord territorial.